Ce bois enchanté qu'il avait traversé si longtemps auparavant avait beau être bizarre, ce n'en était pas moins un havre de paix et de délices à côté des gouffres que Carter laissait derrière lui. Ils étaient les seuls êtres vivants à des lieues à la ronde, parce que les Zougs, par peur de cette trappe mystérieuse, évitent de l'approcher. Sans perdre un instant, Carter s'enquit auprès de ces goules de la route qu'elle comptait suivre. Elles n'osaient repartir par la tour et n'eurent plus aucune envie de gagner le monde de l'éveil quand elles apprirent qu'il leur faudrait pour cela traverser la caverne de la flamme où officient les prêtres Nasht et Kamanta. Elles décidèrent finalement de rentrer par la porte de l'abîme, à Sarcommande, même si elles n'avaient aucune idée de la façon de s'y rendre. Carter leur apprit que cette cité se trouvait dans une vallée située en contrebas de Leng. Il ajouta également qu'il avait vu à Dilatlin un sinistre vieux marchand aux yeux bridés, connu pour commercer avec Leng. Aussi conseilla-t-il aux Goules de se rendre à Dilatlin et donc de traverser les champs jusqu'à Nir où elle pourrait descendre le cours du Sky jusqu'à son embouchure. Les nécrophages décidèrent de suivre ces bons conseils et de se mettre en route sans plus attendre, car le soir tombait, ce qui leur promettait une pleine nuit de voyage. Alors Carter serra les pattes de ces répugnantes créatures, les remercia de leur aide et leur demanda de transmettre toute sa gratitude à la bête qui avait jadis été Pickman. Mais il ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement lorsqu'elles furent parties, car une goule reste une goule et n'est pour l'homme au mieux qu'une compagne désagréable. Ensuite, Carter se mit à la recherche d'un étang où il se lava de la boue des terres inférieures, puis il enfila les vêtements qu'il avait si soigneusement transportés avec lui. Il faisait maintenant complètement nuit dans ce bois redoutable aux arbres monstrueux, mais la phosphorescence permettait d'y voyager comme en plein jour. Carter gagna donc la célèbre route qui menait à Celephais, en Haute-Nargaï, par-delà les montagnes tanariennes. Chemin faisant, il repensa aux zèbres qu'il avait laissés attachés à un frêne sur le Ngranek, dans la lointaine Oriab. Il avait l'impression que plusieurs siècles s'étaient écoulés, et il se demanda si quelque ramasseur de lave l'avait détaché et nourri. Il se demanda également s'il retournerait jamais à Baarna pour y rembourser le zèbre qui avait été tué au cours de la nuit qu'il avait passée dans les antiques ruines des rives du Yat, et si le vieux tavernier se souviendrait de lui. Telles étaient les pensées qui lui traversaient l'esprit dans la fraîcheur des hautes contrées du rêve qu'il venait de retrouver. Soudain, sa progression fut stoppée net par un bruit provenant d'un immense arbre creux. N'étant pas d'humeur à parler aux Zougs, il avait évité le grand cercle de pierre, mais les singuliers bruissements qui s'échappaient du grand arbre lui apprirent qu'une importante assemblée s'était réunie ailleurs. En s'approchant du tronc, il perçut les accents houleux d'une discussion passionnée et comprit rapidement que toute cette affaire était pour lui du plus grand intérêt. En effet, cette assemblée souveraine des Zougs était en train de débattre d'une guerre contre les chats. La cause en était la disparition des Zougs qui avaient furtivement suivi Carter jusqu'à Ultar et que les chats avaient justement puni pour leurs si peu louables intentions. L'affaire leur était restée longtemps sur le cœur, et soit immédiatement, soit au plus tard dans un mois, des troupes de Zougs s'apprêtaient à lancer sur toute la gente féline une série de raids, s'attaquant aussi bien à des individus isolés qu'à des groupes pris au dépourvu, sans laisser la moindre chance à la myriade de chats d'Ultar de mobiliser leur armée ou de s'entraîner. Tel était le plan des Zougs, et Carter comprit qu'il devait le contrecarrer avant de poursuivre son incroyable quête. Aussitôt, Randolph Carter se faufila très discrètement jusqu'à la lisière du bois et lança le cri des chats par-dessus les champs baignés d'étoiles. Dans une proche chaumière, un grand mistigris entendit son message et le relaya par-delà plusieurs lieues de prairies mamelonnées, jusqu'aux guerriers, grands et petits, noirs et gris, tigrés et blancs, jaunes et tricolores. Écho après écho, il atteignit Nir, franchit le Sky et parvint jusqu'à Ultar,
où les nombreux chats répondirent en chœur et se mirent en ordre de marche. Heureusement, la lune ne s'étant pas encore levée, les chats étaient restés sur terre. Par bonds rapides et silencieux, ils jaillirent de tous les foyers, de toutes les toitures, et se déversèrent telle une immense marée de fourrure submergeant les plaines jusqu'à l'orée du bois. Carter les y accueillit, et le spectacle de ces chats aux formes élégantes et raffinées était un régal pour ses yeux, surtout après les créatures qu'il avait vues et côtoyées dans l'abîme. Il se réjouit d'apercevoir à la tête du détachement d'Ultar son vénérable ami et sauveur, arborant un poil soyeux, un collier de commandant passé autour du cou et des moustaches dressées d'un air martial. Mieux encore, Carter aperçut dans cette armée un sacré petit gars qu'on avait élevé au grade de sous-lieutenant et qui n'était autre que le chaton auquel il avait donné une soucoupe de crème à l'auberge d'Ultar en cette si lointaine matinée. Ce petit chat était à présent un rude gaillard à l'avenir prometteur qui ronronna en serrant la main de son ami. Son grand-père dit à Carter qu'il se débrouillait fort bien dans l'armée, encore une campagne, et il pouvait s'attendre à être élevé au grade de capitaine. Carter exposa alors le danger qui menaçait la tribu des chats et fut récompensé de tous côtés par de profonds ronronnements de gratitude. Après consultation avec les généraux, il élabora un plan d'action immédiate, attaquer sur le champ le conseil des Zougs et leurs autres forteresses connues. En devançant les attaques surprises des Zougs, il les forcerait à négocier avant de leur laisser le temps de mobiliser leur armée d'invasion. Aussitôt, le grand océan de chats se déversa sur le bois enchanté pour assaillir rageusement l'arbre du conseil et le grand cercle de pierre. Les bruissements s'amplifièrent, traduisant une vive panique, lorsque l'ennemi vit les chats arriver. Et les Zougs, ces créatures furtives, brunes et curieuses, n'opposèrent que très peu de résistance. Se voyant battus d'avance, ils cessèrent de penser à se venger pour ne plus songer qu'à sauver leur peau. La moitié des chats s'assit alors en cercle autour des prisonniers, en ménageant une sorte de passage dans leur rang à travers lequel les Zougs capturés par l'autre moitié des chats dans le reste du bois furent conduits auprès de leurs camarades. Les termes d'un traité furent longuement discutés, Carter faisant office d'interprète. Ce traité stipulait que la tribu des Zougs demeurait libre à condition de livrer aux chats un large tribut de coqs de bruyère, de cailles et de faisans provenant des régions les moins fabuleuses de la forêt. 12 jeunes Zougs de noble naissance furent emmenés en otage dans le temple des chats à Ultar, et les vainqueurs firent clairement comprendre aux vaincus que toute disparition de chats aux frontières du pays des Zougs entraînerait des conséquences particulièrement désastreuses pour ces derniers. Ces points ayant été réglés, les chats qui entouraient les prisonniers rompirent les rangs, permettant aux Zougs de s'éclipser un à un vers leurs domiciles respectifs, ce qu'ils se hâtèrent de faire, non sans jeter derrière eux plus d'un regard meurtri. Le vieux général des chats proposa alors à Carter de le faire escorter à travers la forêt jusqu'à la frontière de son choix, estimant que les Zougs devaient nourrir un vif ressentiment à son égard pour les avoir frustrés de leur entreprise guerrière. Carter accueillit son offre avec gratitude, non seulement pour la sécurité qu'elle lui apportait, mais aussi parce qu'il aimait la gracieuse compagnie des chats. C'est donc entouré d'un régiment de fort bonne humeur, très détendu après avoir accompli sa mission avec succès, que Randolph Carter traversa dignement la phosphorescence de ce bois enchanté. Ce faisant, sous les arbres titanesques, il s'entretenait de sa quête avec le vieux général et son petit-fils, tandis que les autres membres de la troupe se laissaient aller à de fantastiques cabrioles ou pourchassaient les feuilles mortes qu'une douce brise poussait entre les champignons de ce sol primitif. Le vieux chat confia à Carter qu'il avait beaucoup entendu parler de Kadat l'inconnu dans le désert de glace, mais il ne savait pas où elle était située. Quant à la merveilleuse cité du soleil couchant, il ignorait ce que c'était, mais serait heureux de transmettre à Carter tout ce qu'il pourrait en apprendre.
Il apprit à l'explorateur quelques mots de passe de grande valeur chez les chats des contrées du rêve et le recommanda chaleureusement au vieux chef des chats de Celephais, où Carter se rendait. Ce vieux matou, que l'explorateur connaissait déjà un peu, était un Maltais plein de dignité dont l'influence lui serait des plus utiles pour toutes sortes de transactions. L'aube pointait quand ils arrivèrent à l'orée du bois, et Carter, chagriné, dit adieu à ses amis. Le jeune sous-lieutenant qu'il avait connu chaton l'eût volontiers suivi, si le vieux général ne le lui avait pas interdit. Mais l'austère patriarche insista sur le fait que son devoir était de cheminer avec la tribu et l'armée. Carter s'engagea donc seul dans les champs dorés qui s'étiraient mystérieusement le long d'un fleuve bordé de saules, et les chats repartirent dans les bois. L'arpenteur des contrées du rêve connaissait bien cette terre paradisiaque, dont les jardins s'étendaient entre le bois et la mer sérénarienne. Le cœur joyeux, il suivit les murmures de l'Oukranos, dont les flots lui montraient le chemin. Le soleil s'éleva sur les douces pentes couvertes de pelouses et de bosquets, accentuant les couleurs des milliers de fleurs dont les monticules et les combes étaient constellés. Une légère brume bénie plane sur toute cette région où le soleil s'attarde un peu plus qu'ailleurs, où les suaves mélodies estivales des abeilles et des oiseaux débordent sur l'automne. Les hommes s'y promènent comme dans un pays féerique, et ils y ressentent un tel bonheur, un tel émerveillement, qu'ils n'arriveront jamais à se le rappeler tout à fait après l'avoir quitté. Vers midi, Carter atteignit les terrasses de jaspe de Kiran, qui descendent jusqu'au bord du fleuve et constituent l'écrin du temple de la beauté où le roi d'Ilegvad, dans un palanquin d'or, vient une fois par an depuis son lointain royaume sur la mer crépusculaire pour prier le dieu de l'Oukranos, qui avait chanté pour lui du temps où, jeune, il habitait sur ses rives. Ce temple est entièrement de jaspe et couvre un acre de terrain avec ses murs, ses cours, ses 7 tours pointues et son sanctuaire intérieur à l'intérieur duquel le fleuve pénètre par des canaux cachés et où le dieu chante doucement la nuit. La lune a très souvent entendu cette étrange musique alors qu'elle brillait sur ses cours, ses terrasses et ses tours. Mais seul le roi d'Ilegvad peut dire si cette musique est le chant du dieu ou celui de mystérieux prêtres, car lui seul a pénétré dans le temple et peut-être vu les prêtres. En cet instant, dans l'assoupissement du jour, ce délicat temple sculpté était silencieux. Poursuivant son périple sous un soleil enchanté, Carter n'entendait que le murmure du grand fleuve, le bourdonnement des abeilles et le chant des oiseaux. Le pèlerin se promena tout l'après-midi dans des prairies parfumées ou au pied de jolies collines qui bordaient le fleuve, surmontées de paisibles fermes aux toits de chaume et de petits sanctuaires taillés dans le jaspe ou le chrysobéryl, et dédiés à des dieux aimables. Parfois, il longeait la rive de l'Oukranos et sifflotait pour les poissons vifs et iridescents qui nageaient dans le courant cristallin. D'autres fois, il s'arrêtait pour écouter les murmures du courant et contempler le grand bois sombre dont les arbres s'avançaient jusqu'au bord de l'eau. Au cours de précédents rêves, il avait vu de singuliers bois-potes, à la démarche pesante, en sortir craintivement pour venir boire au fleuve, mais à présent il n'en voyait aucun. De temps à autre, il s'arrêtait pour regarder un poisson carnivore attraper un martin-pêcheur qui l'attirait près de l'eau, en faisant luire au soleil ses écailles tentatrices, puis saisissait par le bec,
avec son énorme gueule, lorsque le chasseur ailé plongeait pour l'attraper. À la brune, il gravit une petite colline verdoyante et vit flamboyer au soleil couchant les 1000 flèches d'or de Thran. S'élevant à une hauteur dépassant l'imagination, les murailles d'albâtre de cette incroyable cité s'inclinent vers l'intérieur à leur sommet et sont bâties d'une seule pièce au moyen de techniques inconnues des hommes, car elles sont plus anciennes que la mémoire. Pourtant, si hautes soient-elles avec leurs 100 portes et leurs 200 tourelles, les nombreuses tours qui se dressent à l'intérieur de Thran, toutes blanches sous leurs flèches d'or, sont encore plus hautes. De sorte que les hommes des plaines alentours les voient s'élancer dans le ciel, où elles scintillent dans l'azur, se parent de brumes et de vapeurs au sommet, ou se drapent dans de tels manteaux de nuages que seule la partie supérieure de leur cime étincelle librement au-dessus des nuées. À l'endroit où les portes de Thran s'ouvrent sur le fleuve, paraissent d'immenses quais de marbre, où de magnifiques galions de cèdre et de bois de coromandel odorant se balancent doucement à l'ancre, sous les regards d'étranges marins barbus assis sur des tonneaux et des ballots portant les hiéroglyphes de lointaines contrées. À l'extérieur des murailles, du côté des terres, s'étend un pays de fermes. Là, de petites maisons blanches rêvent au creux de petites collines, où des rues étroites chapeautées de nombreux ponts de pierre serpentent gracieusement parmi une profusion de rivières et de jardins. Le soir, Carter parcourut cette contrée verdoyante et vit le crépuscule flotter au-dessus du fleuve pour s'élever à la rencontre des merveilleuses flèches d'or de Thran. Lorsqu'il arriva à la porte sud, la nuit était enfin tombée. Il fut arrêté par une sentinelle habillée de rouge qui ne l'autorisa à passer qu'après qu'il lui eut raconté 3 rêves incroyables et prouvé qu'il était un rêveur digne d'arpenter les mystérieuses rues escarpées de Thran et de déambuler dans ces bazars où l'on vendait les marchandises des magnifiques galions. Il pénétra alors à l'intérieur de cette extraordinaire cité, traversa une muraille si épaisse que sa porte était un tunnel, puis se promena dans des rues qui serpentaient, montaient et descendaient tout au fond des étroits canyons formés par les tours tutoyant les cieux. Des lumières brillaient derrière les croisillons et les balcons des fenêtres, tandis que la douce mélodie des luttes et des pipeaux montait de cours intérieures où chantaient des fontaines de marbre. Carter savait où aller. Il bifurqua vers le fleuve en empruntant des rues plus sombres, jusqu'à une vieille taverne du front de mer où il retrouva les capitaines et les marins qu'il avait déjà croisés dans une myriade d'autres rêves. Il acheta son passage pour Céléfaïs à bord d'un grand galion vert et s'arrêta pour la nuit dans cette auberge après s'être gravement entretenu avec son vénérable chat, un gros matou assoupi qui clignait des yeux devant un âtre énorme en rêvassant à de vieilles guerres et à des dieux oubliés. Le lendemain matin, Carter monta à bord du galion à destination de Céléfaïs et s'assit à la proue tandis qu'on larguait les amarres et que commençait le long voyage vers la mer sérénarienne. Plusieurs lieues durant, le littoral ressembla beaucoup à celui du nord de Thran, ponctué parfois, à main droite, d'un curieux temple dressé au sommet des collines ou d'un bourg endormi sur une plage,
avec des toitures rouges en pente et des filets mis à sécher au soleil. Pensant toujours à sa quête, Carter soumit tous les marins à un véritable interrogatoire sur les gens qu'ils avaient rencontrés dans les tavernes de Celephais, s'enquérant des noms et des us et coutumes de ces hommes étranges aux longs yeux étroits, aux lobes allongés, au nez aquilin et au menton pointu, qui venaient du nord dans de grands vaisseaux noirs et échangeaient leur onyx contre leurs filets, les petits oiseaux rouges aux chants mélodieux et les bijoux de jade de Celephais. Mais les marins ne savaient pas grand-chose d'eux, sauf qu'ils n'étaient pas très loquaces et étaient entourés d'une aura suscitant l'effroi et la vénération. Leur contrée, fort lointaine, s'appelait Tinquanock. Mais presque personne n'avait envie de s'y rendre, car c'était une terre crépusculaire et froide, dont on disait qu'elle bordait l'abominable plateau de Leng, même si d'infranchissables sommets se dressaient entre les deux. Si bien que nul ne pouvait dire au juste si cet horrible plateau, avec ses affreux villages de pierre et son innommable monastère, s'y trouvait bel et bien, ou si cette rumeur ne venait que de la crainte que les pleutres éprouvent la nuit quand la lune, en se levant, révèle les contours de cette formidable chaîne de montagnes. Il était évident qu'on ne pouvait atteindre Leng qu'en traversant des océans très différents. Les marins ignoraient tout des autres frontières d'Inquanock, et n'avaient entendu parler du désert de glace et de Kadat l'inconnu que par le biais de comptes rendus, vagues et incertains. Quant à la merveilleuse cité du soleil couchant que Carter cherchait à atteindre, il n'en avait jamais entendu parler. Alors l'arpenteur des contrées du rêve cessa de les interroger sur de lointains sujets et prit son mal en patience en attendant de pouvoir parler avec les étranges habitants de la froide et crépusculaire Inquanock, qui sont les descendants des dieux ayant sculpté leurs traits sur le Ngranek. Vers la fin de la journée, le galion atteignit les méandres qui traversent les jungles parfumées du Clède. Carter eût aimé pouvoir y débarquer, car dans ces denses forêts tropicales dorment, solitaires et intacts, de prodigieux palais d'ivoire, où vécurent jadis les fabuleux monarques d'une contrée au nom oublié. Les sortilèges des très anciens préservent ces lieux de la ruine et de la destruction, car il est écrit qu'on pourrait un jour avoir de nouveaux besoins d'eux. Les caravanes d'éléphants les ont aperçus de très loin au clair de lune, mais aucune n'a jamais osé s'en approcher à cause des gardiens qui les maintiennent tels qu'au jour de leur inauguration. Cependant, ils ne jetèrent pas l'ancre, et le crépuscule assourdit la rumeur du jour, tandis que, depuis la voûte céleste, les premières étoiles répondaient en clignotant aux premières lucioles qui dansaient sur les rives, et que la jungle s'évanouissait dans le sillage du navire auquel elle ne laissait, pour tout souvenir, que son parfum. Durant toute la nuit, le galion glissa au-dessus des mystères du passé, invisibles et insoupçonnés. À un moment, une vigie signala des feux sur des collines, à l'est, mais le capitaine, à moitié endormi, répondit en bâillant qu'il valait mieux ne pas trop les regarder, parce qu'on ne savait pas qui ou quoi les avait allumés. Le lendemain matin, le fleuve s'était considérablement élargi. À la vue des maisons sur les rives, Carter comprit qu'ils approchaient de Hlanit, ce grand port de commerce sur la mer Sérénarienne. Là, les murs sont de granit grossier et les maisons aux pignons de plâtre étayés par des poutres s'élèvent fantastiquement haut. De toutes les contrées du rêve, les habitants de Hlanit sont ceux qui ressemblent le plus aux habitants du monde de l'éveil. Aussi ne se rend-on guère dans cette cité que pour y faire du commerce, grâce à l'excellente réputation du travail de ses artisans. Ses quais sont en chêne, et c'est là que le galion s'amarra. Après quoi, son capitaine alla parler affaires dans les tavernes. Carter descendit également à terre et considéra avec intérêt les rues creusées d'ornières où des chars à bœufs tanguaient lourdement, tandis que, dans les bazars, des commerçants fébriles au regard de bovidés appâtaient le chaland. Près des quais, donnant sur des pavés salés par l'écume des marées hautes, se trouvaient moult tavernes de matelots, auxquelles les poutres noires des plafonds bas et les fenêtres à œil de bœuf verdâtre conféraient un air d'extrême ancienneté. Dans ces tavernes, les vieux marins parlaient surtout de ports lointains.
Il racontait toutes sortes d'histoires au sujet des singuliers habitants de la crépusculaire Inquanok, récits que Carter, pour la plupart, avait déjà entendus dans la bouche des marins du galion. Enfin, après de longs déchargements et chargements, le bateau fit à nouveau voile vers la mer crépusculaire, et les hauts murs et pignons de Hlanit s'effacèrent peu à peu, tandis que les derniers ors du jour leur prêtaient une beauté, une magie bien supérieures à celles que les hommes leur avaient données. 2 nuits et 2 jours durant, le galion navigua sur la mer sérénarienne sans jamais apercevoir de terre, et ne héla qu'un seul autre navire. Mais peu avant le crépuscule du 2e jour, ils virent se dresser devant eux le mont Aran, avec ses premières pentes tapissées de ginkgos ondoyant sous le vent et son sommet blanc qui caressait le ciel. Carter sut alors qu'ils étaient arrivés en Oth Nargai et à la merveilleuse cité de Séléphais. Ils furent très vite en vue des minarets scintillants de cette ville fabuleuse, de ses murs de marbre immaculés surmontés de statues de bronze, et de son grand pont de pierre sous lequel le Naraksa se jette dans la mer. Puis, derrière la ville, se dressèrent de moelleuses collines surmontées de vergers, de jardins d'asphodèles, de petits sanctuaires et de maisonnettes. Et, à l'arrière-plan, la crête pourpre des formidables et mystérieuses montagnes tanariennes, derrière lesquelles serpentaient des routes interdites conduisant au monde de l'éveil et vers d'autres régions du rêve. Le port était constellé de galères aux couleurs chatoyantes. Certaines venaient de Serani, la marmoréenne cité des nuages bâtie dans l'espace éthéré, par-delà la ligne où la mer rencontre le ciel. D'autres de régions plus matérielles des contrées du rêve. L'homme de bar se fraya un chemin parmi ces dernières galères, jusqu'au quai aux senteurs d'épices, où le galion s'amarra tandis que le soir tombait et que les millions de lumières de Séléphais commençaient à scintiller sur l'eau. Cette immortelle cité de rêve semblait perpétuellement telle qu'au premier jour, parce qu'entre ses murs le temps n'avait le pouvoir ni de détruire ni de ternir. Son temple de Nathortat, tout de turquoise, est toujours le même qu'autrefois, et ses 80 prêtres couronnés d'orchidées sont ceux-là même qui le construisirent, il y a 10 000 ans. Le bronze de ses grandes portes est toujours rutilant, ses chaussées d'onyx ne sont ni usées ni abîmées. Et les grandes statues de bronze qui surmontent ces murs baissent les yeux sur des marchands et des chameliers plus vieux que la fable, dont la barbe fourchue n'a pas le moindre poil gris. Carter ne se mit pas tout de suite en quête du temple, du palais ou de la citadelle, mais demeura près de l'enceinte qui bordait la mer, avec les marchands et les marins. Quand l'heure d'y récolter rumeurs et légendes fut passée, il se rendit dans une vieille taverne qu'il connaissait bien. Il y passa la nuit à rêver de Kadat l'inconnu et des dieux qu'il cherchait.